Bonjour et bienvenue pour un nouveau thème que je mettrai sur le site être-humain.net. C'est donc une émission de Que vivent nos relations TV. J'ai peu souvent fait des vidéos qui ont, je dirais, une visée sociétale. Je ne sais pas si c'est adapté de le dire comme ça, je vais le dire comme ça. J'en ai fait une sur la gouvernance mondiale, j'en ai fait une autre sur l'origine de la cause des causes, où je développe pourquoi pour moi l'origine de la cause des causes des plus grandes difficultés que notre société traverse, c'est la notion de propriété. Et je voulais aller plus loin avec ce constat-là, parce que je trouve que nous sommes très conditionnés, enfin, c'est sûrement un de nos conditionnements le plus grand dans notre société, à cette notion de propriété. Et au point où je pense que c'est très difficile de rencontrer des personnes qui parviennent à sortir de ce paradigme, à sortir de la boîte de la propriété, de la relation d'appropriation aux choses. Pour la plupart des gens, ça a l'air d'être vraiment un irrémédiable et on a l'air d'un espèce de malade à essayer d'expliquer que simplement ça peut être autrement. C'est étonnant parce que pendant probablement des millions d'années, les humains ont fait autrement. Il y a des tas de cultures qui font toujours maintenant autrement. Mais on continue de pouvoir penser que bah non, c'est pas possible. Et bon, ça c'est le premier aspect. Et je vois beaucoup de techniciens dans divers domaines, techniciens de la finance, techniciens de l'économie, techniciens sociologues, pour moi il manque toujours cette base attendez, si on regarde les problèmes de notre société, d'abord on en sort de la boîte, quoi. On regarde les problèmes de la société en regardant tout, en regardant vraiment justement l'origine de la cause des causes et tout ce que ça produit. On ne peut pas rester à penser comme on pense pour envisager des solutions de ce mode de pensée là. C'est pas possible. Ça, d'ailleurs c'est Einstein qui disait un truc de cet ordre. On ne peut pas régler un problème avec le même mode de pensée que ce qui a réglé le problème. Donc voilà, là je suis complètement en phase avec ça, c'est juste pas possible, c'est une erreur de logique de base. Donc il faut pouvoir, c'est pas évident, au niveau de la conscience, au niveau du regard qu'on a sur les choses, il faut pouvoir s'extraire d'un paradigme pour regarder les problèmes du paradigme. On ne peut pas, c'est absolument incohérent, absolument illogique. On ne peut pas tenter de résoudre le problème d'un paradigme, c'est-à-dire d'un mode de pensée, c'est-à-dire d'un cadre conceptuel, en restant dans ce cadre. C'est juste pas possible. Si vous restez dans une maison et qu'à un moment donné la maison est envahie d'eau, il faut vous sortir de la maison pour voir d'où l'eau vient. Vous ne pouvez pas régler le problème de l'eau qui envahit votre maison en restant dans la maison. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est très important de sortir de notre culture pour regarder les problèmes de notre culture. C'est pas très important, c'est irrémédiable. On doit faire ça, ou ce qu'on fait, c'est juste ce qu'on appelle de la tautologie. C'est-à-dire que je positionne des postulats qui contiennent les problèmes pour essayer de régler les problèmes. Ça ne marchera jamais. L'approche tautologique ne peut pas marcher. Il ne faut pas que je postule des choses qui contiennent finalement ma solution. Donc je conclus ce que j'avais postulé au départ, ou quelque chose de très approchant. Donc il est important d'oser regarder ces postulats, d'oser les remettre en cause. Donc nous, notre postulat de base, c'est bien la propriété. Si on ne le remet pas en cause, je ne dis pas de le rejeter, je dis remettre en cause. On ne peut pas comprendre. L'idée, c'est pas forcément de rejeter, de nier, de mettre rien à la place. Alors ça, c'est la réponse classique. Ah, mais sans ça, c'est le boxon total, etc. Non, mais on se calme, on met de la nuance, on remet juste en cause, on regarde ce qui ne va pas. Et soit on fait un peu plus intelligent, un peu plus intelligemment, soit on fait différemment. C'est possible aussi. Alors, donc voilà, voilà le cadre du sujet que je voulais évoquer. Parce que du coup, je trouve que la base, à cause de ce conditionnement-là, la base que nous loupons, c'est la conscience de la différence qu'il y a entre l'appropriation et l'échange. L'expérience d'échanger avec quelqu'un ou avec un groupe n'est pas du tout la même expérience que de s'approprier quelque chose. Donc j'insiste, l'appropriation est une façon de faire, l'échange est une autre façon de faire. Bien sûr, c'est mon vocabulaire, sentez-vous libre de mettre le vocabulaire que vous voulez, mais au-delà de la sémantique, il y a deux expériences humaines radicalement différentes, qui n'ont ni les mêmes tenants, ni les mêmes aboutissants. Donc bien sûr,
l'appropriation, ça se base sur l'outil conceptuel de propriété. L'échange, tel que moi je vais le poser, il pourrait aussi se baser là-dessus. Nous parlons beaucoup d'échanges dans notre société. Mais du coup, moi j'extrais, sinon il faudrait que j'invente un mot. J'ai pas trop envie de faire d'inventer un mot, ou inventer un mot si ça vous parle. Mais là, je vais parler d'une notion d'échange un peu particulière qui serait libre de l'appropriation. Mais surtout, je vais justifier pourquoi pour moi, je n'ai pas envie d'appeler échange ce qui est appropriation. Je vais donner un exemple très clair. Donc nous utilisons la monnaie, d'ailleurs que nous percevons comme un outil d'échange, qui pour moi n'est pas un outil d'échange, c'est un outil d'appropriation. La monnaie ne me permet pas d'échanger quoi que ce soit, la monnaie ou avec quiconque, parce qu'en fait voilà, l'échange, on n'échange pas des choses, hein, on échange avec des gens. On échange des choses avec des gens. L'échange, c'est deux choses. Oui, on échange quelque chose, mais on le fait avec quelqu'un. S'il manque soit l'objet, soit la personne, c'est plus un échange. Il y a une escroquerie dans l'histoire. Donc ça, c'est la base. Et donc, la monnaie ne me permet pas du tout d'échanger, elle me permet de m'approprier. Je vais donner un exemple. Si j'achète un t-shirt qui a été fait par un enfant esclave quelque part dans le tiers-monde, dont un t-shirt, ou prenez n'importe quoi, parce qu'il y a des petits malins qui vont dire oui, t-shirt, c'est blablabla. Prenons un objet, on s'en fout après tout lequel, fait par un enfant esclave dans le monde, dont les matières premières ont été extraites par un autre esclave dans le monde. Moi, pour un prix relativement modique, étant donné ce dont il s'agit, je vais pouvoir m'approprier cet objet. Je vais l'acheter, je vais donner de la monnaie à qui? Ni à l'enfant, ni à l'esclave qui a extrait, je donne la monnaie au commerçant. Donc, et grâce à cette monnaie, je m'approprie l'objet, c'est une chose. Mais si je suis profondément honnête, ça ne s'arrête pas là. Je ne m'approprie pas seulement l'objet, je m'approprie aussi le temps de l'enfant pour faire l'objet. Je m'approprie le temps et la vie de l'esclave pour extraire les matières premières. Je m'approprie le temps et toutes les destructions environnementales éventuelles liées donc à l'extraction de matières premières, mais aussi au trajet que cet objet a pris pour venir jusqu'à moi, jusqu'au magasin où je l'achète. Je m'approprie tout ça. Il n'y a aucun échange. Pourquoi? Parce que je n'échange rien avec cet enfant. Je lui donne rien à lui. Et je pense pas que le commerçant lui donne grand chose. L'esclave qui a extrait la matière première, je lui donne rien. La personne qui est avec son camion, son bateau, son avion, a piloté le truc pour que l'objet vienne jusqu'à moi, je lui donne rien à lui. Donc voilà, des tas de gens qui participent à l'échange, mais ils n'existent pas. Qui s'occupe d'eux? Le système qui gère l'outil monnaie s'occupe d'eux, hein, de tas de manières, très concrètement. Hein, on peut envoyer des militaires, on peut changer des gouvernements en place, on peut faire des tas de choses pour mettre en œuvre ce qui s'appelle l'externalisation des coûts. C'est-à-dire que le véritable coût de cet objet n'est absolument pas les 5 € que j'ai mis dedans, c'est la vie de cet enfant, la vie de l'extracteur de ressources, la vie de tous les gens qui sont sur la chaîne depuis les matières jusqu'à l'objet fini, et aussi la destruction de l'environnement liée à tout ce système-là. C'est ça le coût véritable. Quand j'échange, le coût véritable doit être impliqué dans l'échange, sinon c'est du délire. Ça ne peut pas marcher longtemps si on arrive à des délires à ce point-là. Donc évidemment que le véritable échange inclut l'objet, les personnes impliquées et le véritable coût de l'objet. Quand vous achetez un objet aujourd'hui avec l'outil monnaie, vous n'échangez pas. Vous vous appropriez. Vous devenez propriétaire de cet objet. Vous devenez propriétaire de tout le temps des gens pour faire ça, mais vous n'avez rien échangé avec personne. Il n'y a aucune relation, aucun échange, aucun établissement respectueux de ok, comment on établit les choses, tu me donnes ça, est-ce qu'on fait du troc ou est-ce qu'on fait plus intelligent que le troc, est-ce qu'on a un outil d'échange, un véritable outil d'échange, donc pas une monnaie, pas un système monétaire, quelque chose d'autre que pour l'instant on n'a pas conçu mais qui existait avant les monnaies, qui fonctionnait très bien. Donc un véritable outil d'échange qui permet de se souvenir que voilà, vous tous là, vous avez
vous avez participé à construire cet objet, il faut que ça soit noté quelque part pour que vous puissiez, vous, équitablement, tirer profit de la société. Je prends quelque chose de la société, grâce à vous, il faut que vous puissiez vous aussi prendre quelque chose de la société. Sinon, il n'y a pas d'échange. Alors évidemment, on va parler plus d'échange équitable, etc. J'assume que pour moi, un échange, il doit être équitable. Sinon, c'est pas un échange. Sinon, ça s'appelle, vous appelez ça du vol, vous appelez ça du viol, vous appelez ça de l'escroquerie, du pillage, de l'esclavage, vous appelez pas ça comme vous voulez, mais moi, je refuse d'appeler ça un échange. Je n'échange pas quelque chose parce que mon gouvernement me donne un moyen d'acheter quelque chose. Il n'y a pas d'échange, il y a appropriation. Donc, il est bien évident que tant que je n'ai pas clairement dans ma conscience distingué ce qui est un véritable échange, avec tout ce que ça implique un échange, y compris, j'insiste, le coût de l'environnement, de ce qui est une appropriation, c'est-à-dire ça devient à moi, c'est ma chose, vous pouvez aussi en avoir rien à foutre, hein, je veux dire, si j'ai besoin d'un objet, je l'utilise, mais si quelqu'un d'autre en a besoin, il devrait pouvoir s'en servir aussi. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sain au niveau écologique. Chacun d'avoir sa voiture, sa machine à faire ceci, sa machine à faire cela, etc. etc. Donc, vous voyez que dès que je sors de l'appropriation, ça ouvre des tas et des tas d'autres possibilités, des tas et des tas d'autres portes. Ça enlève aussi plein de nos fonctionnements actuels. Mais pourquoi pas? Il faudra bien un jour qu'on trouve un autre système, parce que là, de toute façon, le système, il ne fonctionne pas. Je n'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet. Pour l'instant, je le pose comme mon constat personnel, hein, c'est pas la vérité, c'est ce que je pense. Je pense que ça ne fonctionne pas, ou plutôt, ça fonctionne de manière très temporaire. C'est pas viable du tout comme système, donc ça va s'écrouler. C'est peut-être en train de s'écrouler. Donc il faudra trouver quelque chose de plus intelligent, ou s'inspirer des cultures qui ont réussi à mettre en place des systèmes pendant des millénaires qui fonctionnaient très bien, qui avait sûrement des inconvénients, mais qui avait au moins l'avantage d'être viable. Et puis après, bien sûr qu'il va y avoir une question d'éthique, une question de valeur. Moi, ça ne m'intéresse pas de pouvoir acheter l'esclavage d'un enfant. Je préférerais vivre dans un monde où on ne tolère pas ça. Je préférerais vivre dans un monde où les outils qu'on crée sont des outils qui vont permettre d'avoir un échange respectueux avec cet enfant, ou peut-être que l'enfant aura d'autres choses à faire que ça. L'idée, elle est vraiment là. Que dans ma tête, appropriation soit bien claire de tout ce que ça implique. Pour ça, il faut que je m'extrais de mon habitude à posséder des choses. Il faut que je m'en extrais, je regarde la boîte de l'appropriation, je la regarde de loin et je vois tout ce qu'elle implique. Et puis que par ailleurs, je puisse concevoir quelque chose d'alternatif à ça, de très différent, qui serait un véritable échange, où les personnes impliquées, j'ai des relations avec, et que c'est elles qui décident. C'est pas l'enfant, il ne décide pas du prix. Personne qui a fabriqué l'objet ne décide de l'échange. Ce qui décide de l'échange, c'est la Banque mondiale qui crée la monnaie, c'est la Banque mondiale qui crée le piratage qu'on appelle la dette pour pouvoir utiliser cette monnaie, c'est les commerçants, c'est des tas de systèmes excessivement complexes qui créent ça. Au passage, il y a un capital avec des actionnaires, avec des traders qui créent tout ça. Au passage, donc, l'appropriation va permettre aussi tout un système boursier qui va décider qu'on peut faire des paris sur les gens. Hein, donc si vous allez à l'hippodrome, vous pouvez faire des paris sur les chevaux. Dans les bourses, ils font des paris sur notre vie à nous. C'est-à-dire que vous pouvez gagner beaucoup d'argent à la bourse si vous pariez que les réserves de blé de l'Éthiopie vont réduire cette année. Et si vous avez bien parié et que les réserves de blé de l'Éthiopie vont baisser, des tas de gens vont mourir et vous allez gagner des millions de monnaies comme ça. C'est génial. Donc où est l'échange? Il n'y a pas d'échange. La monnaie, c'est bien évident que ce n'est pas un système d'échange. Des fois, on va dire oui, mais c'est pour investir, etc. La moyenne des échanges boursiers, c'est quelques secondes, si ce n'est pas même moins d'une seconde. Donc, pourquoi pas, d'accord, un investissement d'une seconde. Ouais. Ça vous parle de quoi, vous faites quoi si on vous investit des euros pendant une seconde? Ça va vous permettre de construire quoi? Donc, le minimum de logique permet bien de voir que là, il y a escroquerie. Non, il n'y a pas d'investissement, non, il n'y a pas d'échange, non, il n'y a pas tout ça. Il y a Joseph Stiglitz, je ne suis pas sûr de bien dire son nom, mais je crois que c'est ça, hein. Joseph Stiglitz, qui est prix Nobel d'économie, qui explique que 91% de la croissance, c'est-à-dire de la production du travail des humains, hein, comme si les humains c'était un hippodrome, est aspiré par 1% de l'humanité.
Donc c'est le système monétaire qui permet ça, c'est pas un système d'échange. 91% est aspiré. Donc les gens qui vont travailler, les gens... Et puis on s'en rend pas compte, parce que oui, quand on va travailler, on paye des charges, notre patron paye des charges, mais on ne sait pas qu'il y a des dettes en amont, qu'il y a tout un système monétaire. On ne se rend pas compte de la complexité du système et de tous les étages où il y a un piratage qui peut être mis en place. Donc ce système mafieux-là, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, il est factuellement non pas un système d'échange, non pas un système économique, mais un système d'appropriation. Donc pendant que vous vous appropriez l'objet et que vous appropriez le temps de l'enfant esclave et de l'esclave qui extrait les ressources, etc., eh ben, il y a la personne qui vous a donné la monnaie qui s'approprie votre temps à vous, votre vie à vous. Parce que pour pouvoir avoir même les 5 € pour acheter cet objet, ben vous aussi vous avez dû faire quelque chose que vous auriez peut-être pas fait si on ne vous l'imposait pas. Si on ne vous impose pas d'avoir besoin de monnaie, pourquoi vous feriez les choses que vous faites aujourd'hui? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que nous ne serions pas dans un monde libre où nous pourrions décider comment on échange entre nous? Et c'est les gens qui participent à l'échange qui décident. Pourquoi diable est-ce qu'une banque va décider de ce que j'échange avec un autre humain? Et même un politicien, pourquoi diable il décide de ça? En quoi ça les regarde? C'est pas de la chose publique. La politique est supposée s'occuper de la chose publique. C'est pas une chose publique. C'est moi qui ai une interaction privée avec quelqu'un. Ça ne les regarde pas. Comment j'échange, avec quel outil, de quelle manière, selon quelle modalité, ça ne les regarde pas. Donc si à la limite ils avaient une intervention pour essayer d'imposer une éthique, etc., bon, on pourrait le considérer. Aujourd'hui, c'est bien évident, à moins d'être d'une mauvaise foi hallucinante, que c'est pas à ça que ça sert, leur régulation et leur contrôle. Ça sert exactement à tout le contraire. Hein, je pense que vraiment, regardez si vraiment vous doutez de ça, s'il vous plaît, ne réagissez pas, allez vraiment vous informer de comment ceux qui possèdent le plus de choses ont des relations avec ceux qui n'en possèdent plus uniquement parce qu'on a décidé que c'était comme ça, hein, pas parce qu'eux l'ont décidé, il n'y a pas eu d'échange. Donc allez regarder, informez-vous avant de réagir. Donc voilà l'ensemble qui est en œuvre quand on confond l'échange et l'appropriation. J'espère que là j'ai bien réussi à distinguer ces deux notions. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de faire d'autres vidéos là-dessus, s'il y a d'autres idées qui me viennent, s'il y a d'autres questions qui vous viennent. Bien sûr, du coup, je ne peux pas moi proposer tout seul un système, ça serait de la dictature. C'est ensemble que nous pouvons participer à des systèmes d'échange. Pourquoi en faire qu'un d'abord? Souvent on dit c'est quoi la solution, mais c'est quoi les solutions? Dans un monde libre, il n'y a pas une solution. Chacun est libre d'utiliser les solutions qui impliquent les gens qui font quelque chose. C'est tellement simple. Donc un échange libre n'a pas... là, l'ironie, c'est regarder les accords de libre-échange. C'est comme ça que ça s'appelle, sans rire, un accord de libre-échange qu'on met en place. Donc non, le libre-échange, c'est pas la novlangue qui consiste à faire des accords qui font tout le contraire. Le libre-échange, c'est que personne vient se mêler des échanges que vous avez entre les gens. Autre dernière chose que je peux dire, dans un vrai système d'échange, c'est-à-dire qui va considérer le coût de ce que j'échange. Donc du coup, je parle plus de ce dont je m'approprie. Je ne peux pas là-dedans éluder ce qu'a vraiment coûté les choses, c'est-à-dire, je donne un exemple pour être plus clair. Une courgette qui est produite par de la permaculture ne peut pas avoir le même coût, c'est matériel, c'est factuel, qu'une courgette qui est produite par un système d'agriculture qui va par exemple labourer la terre, qui va détruire toute la vie autour, dont le coût pour l'environnement et pour la vie, pas seulement des humains, mais aussi des humains, mais la vie de plein d'animaux, va être énorme. Alors qu'en permaculture, si ça fonctionne, on ne va pas enlever à l'environnement, au contraire, on va l'enrichir. Donc c'est évident que ces deux courgettes ne peuvent pas avoir le même prix, si vous voulez parler de prix, mais en tout cas, dans un échange, ne peuvent pas être considérés de la même manière. Il y a un échange qui va participer à détruire un peu plus l'environnement, on en dépend de cet environnement. Hein. Si un jour il est trop détruit, on ne va pas pouvoir continuer à vivre, on en dépend, c'est très important. Donc une courgette qui va détruire cet environnement, je ne peux pas l'échanger comme une courgette qui a non seulement pas détruit l'environnement, mais qui a participé à l'enrichir. C'est absolument évident. Un système d'échange, non seulement il doit être respectueux des échanges entre les personnes, mais il doit aussi inclure ce qu'il coûte pour le produire factuellement, comment on l'a fait. On ne peut pas éluder comment on a fait quelque chose.
Et donc un vrai système d'échange, par exemple, si je dois effectivement échanger cet objet là qui a été fait par un enfant esclave, qui a été fait, etc., mais le coût est absolument exorbitant, un vrai système d'échange va permettre d'être clair avec ce coût exorbitant. Et donc va permettre de me rendre compte que non, c'est pas possible, je ne peux pas participer à ça. Et donc le vrai système d'échange, non seulement il permet d'échanger entre les humains, mais il permet de le faire d'une manière qui n'est pas folle, d'une manière qui pourra être viable, qui pourra tenir dans le temps, et surtout d'une manière qui ne contient pas de l'escroquerie, une mafia derrière, du pouvoir sur les gens. C'est tout ceci que nous pouvons envisager de créer comme système d'échange. C'est pas forcément très simple, c'est pas très compliqué non plus de simplement inclure ces données-là quand nous échangeons avec des gens. On a largement les moyens techniques maintenant de faire des choses comme ça. Donc je dis pas que c'est évident, mais il me semble que c'est le seul réalisme possible. La monnaie telle qu'elle est conçue aujourd'hui avec tout ce qu'elle permet, ça n'est juste pas possible. Quant à la propriété, bon pourquoi pas, faut voir, mais pour moi, elle contient inévitablement ses travers. Donc ça va être beaucoup plus compliqué de contrôler les dérives de la propriété que de s'en passer complètement. Et surtout, est-ce que j'en ai besoin? Voilà. Parce qu'à partir du moment où je fonctionne avec respect, et à partir du moment où le système en place est un système qui permet et qui impose le respect, franchement, de quoi est-ce que j'ai besoin d'autre? Voilà. Ça, c'est la question que moi, je me suis posée depuis très longtemps. J'ai mes réponses. Posez-vous sérieusement la question. Ne gobez pas tout ce que je raconte. Regardez si vous avez vos réponses. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est un sujet un petit peu différent de d'habitude.